sommes en direct et il est l'heure désormais de retrouver Eric Galiac. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous Eric. Eric, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Balkan, avec nous tous les pour bien nous expliquer comment les marchés évoluent et sur quelle base ils se fondent pour éventuellement se diriger vers de nouveaux records comme c'est le cas actuellement. Du coup, je rappelle que votre analyse va du jeudi au jeudi. Quelle a été la performance des principaux marchés actions et de l'euro sur cette unité de temps, Eric ? La performance est de nouveau faiblement positive, donc on continue à avancer lentement sur la crête, en quelque sorte, des plus hauts historiques, puisqu'ils ont été à nouveau dépassés cette semaine d'une façon effectivement très prudente, beaucoup de prudence dans cette escalade, en quelque sorte, et dans cette découverte d'un nouveau monde ou de niveaux d'indices qui n'ont jamais été pratiqués, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, donc plus 0,4 sur le CAC 40, plus 0,1, c'est-à-dire pas grand-chose sur le S&P, et un euro qui a continué à légèrement progresser contre le dollar cette semaine. Ok, très clair. Et du coup, pour ouvrir votre sélection de news, on va commencer par la baisse de la confiance des consommateurs aux États-Unis. Je rappelle que les dépenses de consommation aux États-Unis, c'est quasiment 2/3 du PIB. Donc, c'est une donnée qui a toute son importance quand on fait de la prospective. Exactement, donc c'est la première information, première actualité qui nous semble digne d'intérêt cette semaine, c'est le fait que la confiance du consommateur, qui est mesurée ici par le Conference Board, a baissé d'une façon significative, puisque donc il a perdu quelque chose comme 4 points, alors que le consensus attendait une hausse de 4 points. Donc il y a un écart important par rapport au consensus. C'est pour ça qu'on a qualifié en quelque sorte cette statistique. Il y en a eu beaucoup qui ont été publiées cette semaine. C'est l'écart avec le consensus qui nous semble important et qui semble montrer qu'effectivement, on va peut-être avoir dans les semaines qui viennent un sentiment peut-être de refroidissement économique des États-Unis, même si, à l'opposé, on a eu au cours donc des derniers jours des rehaussements d'anticipation, notamment par des grands organismes internationaux, de la croissance donc aux États-Unis, qui devrait effectivement rester entre 1,5 et 2%, ce qui est effectivement beaucoup plus important que ce que l'on vit en Europe. En Europe, on va rester aux États-Unis quand même, où hier a été très attendu par la communauté financière la publication de l'indice PCE, c'est les dépenses de consommation, l'indice des prix des dépenses et consommations des ménages américains, indice qui a ravi tous les financiers, puisque non seulement il est en baisse, mais en plus il match totalement avec ce qu'avait anticipé le consensus. Absolument. Donc là, le consensus était juste dans la réalité. Il n'y a pas d'écart. On a quand même retenu cette information parce qu'elle démontre à nouveau la trajectoire sympathique de l'inflation. On le voit bien sur le graphique. Depuis 2 ans, l'indice PCE, qui avait culminé à quelque chose comme 7%, un bon 7%, est revenu à 2,4%. De quoi effectivement rassurer la Fed, de quoi rassurer les investisseurs. Donc c'est bien sûr une bonne nouvelle. Ça montre que l'inflation, en tout cas aujourd'hui, semble à peu près maîtrisée. On n'est toujours pas à 2%, et le PCE Core, c'est-à-dire le PCE en dehors de ses composantes volatiles, lui, plutôt à 2,8, donc ce qui est encore bien largement au-dessus de 2. Mais globalement, on voit le sens, on voit la direction, et c'est quelque chose qui, dans bien des cas, est plus important que le niveau. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que ce PCE du mois de janvier. Oui, exactement, qui tout doucement mais sûrement se remet dans son lit des 2%. On reste encore aux États-Unis, une grosse actu américaine cette semaine, Eric. Votre analyse, votre œil là, va être intéressant dans la mesure où bien il y a un état de fait. Les bons du Trésor américain rencontrent un faible engouement. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça nous rappelle que le marché des obligations comporte une offre et une demande, comme tout marché. C'est simplement la demande n'était pas très forte sur le 20 ans. Ça a un peu choqué les spécialistes parce que, effectivement, les taux ont quand même remonté. C'est ce que montre le graphique. On était à 3,9, on était en dessous de 4 en début d'année, on est à 4,3. Et on reste donc dans cette hausse de 40 points de base sur 2 mois. C'est quand même significatif. Donc, on est bien
sur un sujet de hausse des taux, parce que le marché, finalement, il a conscience de ce qu'on vient de voir sur le PCE, hein, sur l'inflation. Cette inflation, elle va dans le bon sens, mais le niveau reste quand même un peu élevé. Et surtout, les États-Unis ont des besoins de financement considérables qui les amènent à faire des adjudications de plus en plus nombreuses. Alors, c'est vrai que cet argent est souvent monétisé, en quelque sorte, par la Fed, hein, dans le cadre de ces rachats d'obligations, mais globalement, on se rend compte que il faut quand même financer ce déficit malgré tout, et ça peut se sentir sur les taux, et c'est bien sûr un élément négatif que de voir des investisseurs être un peu plus timorés face donc à ces émissions de papier qui sont importantes et qui vont demeurer très importantes aux États-Unis comme ailleurs. Ok, on va finir votre tour de l'actualité avec cette donnée, avec cette dichotomie, hein, qui représente actuellement l'économie nippone, l'économie japonaise, puisque d'un côté, la production industrielle a atteint le mois dernier un plus bas depuis mai 2020, mais de l'autre côté, eh bien, les dépenses de consommation, les ventes au détail repartent à la hausse. Oui, ce graphique sur 10 ans nous semble assez intéressant à montrer. Donc, c'est à nouveau un écart important par rapport aux anticipations qui nous a amené à mettre en avant cette actualité, cette information, puisqu'on attendait 1,5 sur les ventes au détail, on était à 2,3. C'est plutôt sympathique pour une économie qui est au bord de la récession, hein. C'est ce qu'on sait, bien sûr, du Japon. Ça montre une sorte de résilience, et effectivement, on redécouvre un petit peu ce pays qui, effectivement, souffre donc d'une dénatalité, hein, donc une baisse de sa population, mais qui est en train de sortir de la déflation. Donc, il faut lire toujours, je dirais, avec prudence et peut-être en sens inversé les chiffres d'inflation. Une inflation qui reste entre 2 et 3 au Japon, ça veut dire que l'hydre déflationniste est définitivement vaincu, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc, ça expliquerait peut-être pourquoi Kabuto Show, l'indice japonais, le Nikkei, se retrouve assez plus haut de 1989, hein, c'est qu'il faut remonter très très longtemps en arrière, et donc c'est plutôt effectivement sympathique de voir ce pays qui en 1989 avait une capitalisation boursière plus importante que la capitale boursière américaine. Je crois qu'il faut le rappeler, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Ce pays a encore beaucoup de ressources, beaucoup de très belles entreprises, et donc c'était un petit peu l'idée que je voulais mettre en avant aujourd'hui avec ces ventes au détail qui étaient supérieures aux attentes. L'inflation, l'hydre de Lime, donc toutes les têtes coupées, par la force des choses, Hercule, c'est la Banque centrale du Japon qui pourrait désormais donc mettre fin au soutien de sa politique, au soutien de la politique locale. Du coup, par la force des choses, certains anticipent déjà un reflux de l'indice Nikkei, hein, qui évolue sur des plus hauts historiques. Du coup, voilà, il y a peut-être effectivement un contre-coup de cette sortie d'état inflationniste structurel au Japon. Ok, super, merci Eric. Du coup, par la force des choses, la synthèse redevient neutre cette fois-ci. La synthèse, effectivement, est neutre. On a autant de points positifs que de points négatifs. Les points négatifs, c'est donc, d'un point de vue économique, la baisse de la confiance du consommateur aux États-Unis. D'un point de vue financier, on se rend compte qu'il y a toujours un marché avec une offre, une demande, et une demande qui ne s'est pas trop exprimée lors de la dernière adjudication américaine de bons du Trésor. Et puis, dans les éléments positifs, c'est la confirmation d'une tendance baissière sur l'inflation, et cette hausse des ventes au détail au Japon qui confirme le renouveau de la sphère réelle japonaise, qui me semble plus important en fait que les problématiques monétaires. En l'occurrence, ça me semble important de voir un Japon qui retrouve une forme de croissance. Donc, on a une actualité qui est neutre cette semaine et qui laisse donc notre mesure du risque inchangée. Mesure du risque inchangée, mais risque en niveau qui est relativement faible, hein. Donc, ici, en ce 1er mars, on a le sentiment que le risque tel que nous le mesurons, tel que nous essayons de le mesurer par toutes ces observations hebdomadaires, mensuelles, semestrielles, ce risque, aujourd'hui, le niveau de risque nous semble inférieur à sa moyenne décennale. Donc, on a relativement peu de risques aujourd'hui, nous semble-t-il, sur les actions, pour différentes raisons qu'on ne peut pas développer ici, mais ce risque est faible, relativement faible, ce qui est plutôt favorable à un investissement action. Comme la dynamique des prix demeure, elle aussi, bien orientée, nous sommes toujours dans une logique d'achat. On considère que les marchés vont continuer à progresser et vont continuer à dépasser leur plus haut historique. Le fait d'être au plus haut historique n'est pas un obstacle.
fondamentale. Une étude faite par Schroeder, je crois, le démontre en indiquant qu'en fait, lorsque le marché est au plus haut historique, il y a toujours une hésitation, mais lorsqu'il franchit les plus hauts, il va beaucoup plus haut. Alors, je sais que Antoine Quesada développe chaque semaine ses arguments techniques. Je pense que ici, c'est plus des arguments plus, on va dire, structurels, qui me font penser que si le marché a eu la force d'aller jusqu'à son plus haut, eh bien, il va continuer. C'est une observation que cette étude évoque sur une période qui remonte à une centaine d'années, sur les indices américains notamment. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur des plus hauts historiques. Voilà. Il ne faut pas avoir peur des plus hauts historiques. De toute façon, a priori, les principaux indices mondiaux, le CAC, le DAX, le Nasdaq, le S&P 500 évoluent sur des plus hauts absolus. Du coup, par la force des choses, c'est actuellement la tendance qui se dégage. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Eric Galliègue, directeur de la recherche chez FiAdvisor Valcamp, avec nous tous les vendredis. Écoutez, c'est un plaisir de vous entendre, en tout cas, Eric. Et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end.